Les lampions de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2023, se sont officiellement éteints samedi 7 octobre 2023 au parc des expositions d'Abidjan. Le SARA a été le centre du monde agricole pendant 10 jours et il a confirmé son attractivité. L'agriculture africaine face aux chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire? C'était le thème de ce rendez-vous du partage et du savoir. Pour quel bilan? Qu'en retenir? Quelles sont les perspectives? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, pour en parler, je reçois le directeur de cabinet du ministre d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, M. Noun Coulibaly, et le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques sur le thème SARA 2023. Quel bilan? Ça fait l'actualité de ce soir. Retour sur l'ambiance et les points clés à travers ce regard de Siaka Kone. La 6e édition SARA 2023 a pris fin ce dimanche 8 octobre 2023. Pendant 10 jours, les participants ont présenté les potentialités issues de leurs pays respectifs. Expositions, panels, démonstrations, ventes, rencontres B2B et autres rendez-vous d'affaires, after-work, visites en famille et soirées détente ont animé ces journées festives au parc des expositions d'Abidjan. Au total, 506 stands occupés par près de 862 entreprises et organisations exposantes, soit une croissance d'exposants d'environ 10% depuis 2019. L'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelles innovations structurelles pour améliorer le secteur agricole et garantir la souveraineté alimentaire? Tel est le thème de ce SARA 2023. Objectif principal, donner un coup d'accélérateur au secteur agricole, animal et halieutique. Préserver aussi le patrimoine forestier du continent tout en garantissant un cadre de vie sain, gage d'un développement durable certain. Le programme du SARA 2023 s'est voulu inclusif en tenant compte des préoccupations et réalités du continent et en particulier de la Côte d'Ivoire. Une journée a été dédiée à la jeunesse pour être en phase avec la volonté du chef de l'État ivoirien. Occasion pour la jeunesse d'aborder sans faux fuyant la problématique de l'emploi et de découvrir les opportunités offertes par le secteur agricole. En plus, des journées ont été dédiées à chaque ministère technique, notamment le ministère de l'Environnement et le ministère des Eaux et Forêts. Nous, le ministère des Eaux et Forêts, nous avons la responsabilité de travailler sur 3 axes. La sécurisation des ressources en eau, la préservation de la forêt et de la faune. Et au cours de ce SARA, il y a eu la journée du ministère des Eaux et Forêts qui était le mercredi 4 octobre 2023. Au cours de cette journée qui a été présidée par M. le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, il y a eu des panels de haut niveau. Le premier panel qui a fait le lien entre les ressources en eau, la forêt et l'agroforesterie. SARA 2023 nous a donné beaucoup de visibilité. Nous avons reçu au moins 100 personnes par jour et autres au minimum. Donc ça nous a permis de nous faire connaître, de connaître les différents produits. Surtout les engrais organiques qui sont là. Les gens veulent du bio. Donc on répond effectivement à tous les attentes grâce aux produits Kétalon. À l'honneur de ce SARA 2023, les Pays-Bas. Son représentant se réjouit de cette marque de considération. Pour les acteurs ivoiriens du secteur agricole, le SARA demeure une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Après sa reprise, le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, est devenu une plateforme capable de mobiliser des ressources nationales et internationales pour un développement du continent. Au total, 403 milliards de francs CFA ont pu être mobilisés en termes de chiffre d'affaires. La Côte d'Ivoire demeure à ce jour un des pays les plus attractifs pour le secteur privé selon les données de ce SARA 2023. Un véritable engouement au regard du nombre croissant de participants et aussi le flux massif de visiteurs. Impressionnant, impressionnant. Bon, c'est vrai que mes filles mangent tout le temps la viande et plein de choses, mais elles ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement. Voilà, donc on est venu pour les montrer, pour dire que c'est ça en fait ce qu'elles vont manger. Et puis on a visité quand même pas mal de stands, c'est grand, c'est impressionnant, il y a beaucoup de variétés. Je pense qu'on gagne en maturité. D'édition en édition,
pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est bon. En tout cas, j'ai apprécié tous les produits qu'on a vus au plan local. Vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien. Le soleil se couche sur le Sahara 2023 avec l'espoir de le revoir en 2025 pour la 7e édition de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Merci Siaka Koné pour votre regard. Bonsoir, monsieur le directeur de cabinet. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est ça. Et vous êtes donc monsieur Noun Koulibaly. Merci. Bonsoir, monsieur le directeur de cabinet. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est bien cela? Et vous êtes monsieur Assoumani Gourou-Ménan. C'est ça. Merci d'être sur ce plateau, messieurs. Alors, nous avons suivi ensemble ce reportage. Est-ce que, monsieur le directeur de cabinet, est-ce qu'il plante vraiment le décor de ce qui s'est passé? Comment vous ressentez cela? Oui, il plante bien le décor. J'ai suivi l'élément, j'ai entendu le nombre de participants, j'ai entendu le nombre d'exposants, j'ai entendu parler de l'engouement que le Sahara 2023 actuellement a eu auprès des populations, surtout auprès du grand public. Il plante bien le décor. Alors, effectivement, le Sahara de cette année, donc la 6e édition, qui vient de s'achever, a réellement traîné du monde. Nous étions au jeudi soir, nous étions déjà à 400 000, les peuples de 400 000 personnes qui avaient visité le Sahara. Il restait encore les données de vendredi et de samedi et de dimanche pour consolider. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour le consolider, mais déjà les premiers chiffres nous donnent près de 500 000 visiteurs au Sahara. C'est presque 500 000. Alors, monsieur le directeur de cabinet, alors comment, justement, qu'est-ce qui a provoqué cet engouement? En 2019, on était à 200 000, un peu plus de 200 000. Aujourd'hui, on a presque doublé ce chiffre. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cet engouement? Il faut dire que depuis 2019, comme vous l'avez dit, on n'a pas eu de Sahara. Et après 4 ans, je pense que les populations avaient besoin de retrouver cette plateforme qui est assez bonne pour elles, qui vous permet de voir ce que nous faisons au niveau national. Et il faut dire aussi que le joyau du parc d'exposition a contribué à l'afflux de la population. Donc je peux dire que dans l'ensemble, ces deux éléments-là ont contribué au succès de la 6e édition du Sahara. Alors, on a parlé innovation, on a parlé des jeunes, des femmes. Sur le plan technologique, quelles ont été vraiment les innovations de ce Sahara 2023? Sur le plan technologique, il faut dire que déjà, pour la journée des jeunes, nous avons organisé un hackathon. C'est vrai qu'en 2019, on l'avait aussi organisé, mais cette année, ça a pris une dimension plus importante avec près de 80 jeunes qui se sont inscrits en amont. Après la sélection, nous nous sommes retrouvés avec près de 14 jeunes en train de compétir en différents groupes. Et ces jeunes-là ont montré vraiment leur savoir-faire. En un laps de temps de 3 jours, 4 jours, ils ont pu sortir des modèles qui puissent être appliqués au secteur agricole et dans vraiment divers domaines. Que ce soit au niveau des emballages, que ce soit au niveau d'amélioration de la productivité de certaines de nos cultures phares. Ces jeunes-là ont montré vraiment leur savoir-faire. C'était une innovation assez importante. Mais en termes d'innovation aussi, il y a aussi eu du soft, en termes surtout d'échanges avec les pays invités que nous avons fait venir, je veux dire, des pays du Nord, qui sont venus vraiment en nombre important. Nous montrer leur savoir-faire dans les ateliers, dans les conférences. Ils viennent aussi chercher ce qu'on sait faire. Oui, et qui viennent aussi regarder ce que nous savons faire. Et surtout, cette interaction-là nous a permis effectivement de regarder ce qui pouvait être utilisé comme technologie nouvelle, comme procédé nouvelle, comme approche nouvelle, pour effectivement adapter nos environnements à certaines cultures, pour aussi adapter nos environnements à certains modes de culture. Donc, en gros, c'est des innovations aussi qui sont importantes en termes de connaissances, d'échanges et de bases de données que nous avons pu établir aussi à ce niveau. Alors, en ce qui concerne justement les ressources animales et halieutiques, qu'est-ce qui vous a marqué et qui pourrait permettre justement d'atteindre ou de relever les défis que votre ministère s'est fixés? Il faut dire qu'au niveau des ressources animales et halieutiques, cette année, nous avons eu une forte affluence de nos acteurs,
Déjà en 2019, on n'avait pas beaucoup d'animaux. Cette année, on a eu près de 167 animaux sur le stand, sur les différents stands. Nous avons eu plus de 10 espèces. Plus de 10 espèces qui représentaient à peu près tout ce que nous avons comme potentialité de l'élevage. Et nous avons mis également en avant tout ce que nous appelons élevage en développement. C'est-à-dire l'élevage des lapins, l'élevage d'escargots, l'élevage d'agoutis, qui ont été une très belle attraction pour les populations. Ça a attiré du monde? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'aujourd'hui, c'est une partie de l'élevage qui commence à faire son bonhomme de chemin et qui permet aujourd'hui aux populations de se rendre compte que ce type d'élevage pourrait rapporter. Et ça peut rapporter. Et sur l'exportation également, il y a une possibilité d'y penser, de le faire? Bien entendu. Je me souviens que déjà l'escargot, lorsqu'on l'expose au niveau du SIA, et monsieur le directeur du cabinet vous le dire, c'est toujours une attractivité. Et aujourd'hui, faire la divulgation, sinon la valorisation de cet escargot-là, ça permettra forcément de pouvoir l'exporter si besoin se présente. Alors, les Pays-Bas, en 2019, c'était la France qui était le pays invité d'honneur. Cette année, ce sont les Pays-Bas. On a parlé de partage, de savoir, d'excellence. Quelle est la relation qu'il y a justement sur le plan de l'agriculture avec les Pays-Bas? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de diplomatie agricole? Oui, avec les Pays-Bas, on a déjà une grande relation commerciale concernant les produits agricoles. Mais vous savez, c'est le pays qui est quand même le deuxième exportateur mondial de produits agricoles après les États-Unis. Ils ont énormément de savoir-faire, énormément de technologies qui sont utilisées dans le secteur agricole. Et ce que nous avons voulu vraiment établir avec les Pays-Bas cette année, c'était de matérialiser cette volonté-là de pouvoir travailler avec un pays leader en matière agricole. Oui. Et donc, nous l'avons matérialisé à travers des conventions qui ont été signées par le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec les Pays-Bas. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine? Alors, vous savez qu'actuellement, dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, nous sommes fortement intéressés à la transformation de nos matières premières sur place, notamment la transformation à une petite échelle au niveau des femmes qui sont extrêmement actives dans la production du maraîcher et d'autres vivriers. Donc nous voulons pouvoir valoriser ces produits-là et les Pays-Bas ont vraiment des technologies assez intéressantes. Donc nous avons signé une convention pour pouvoir effectivement avoir une assistante technique et puis des échanges pour pouvoir effectivement transformer nos produits agricoles sur place. Sur le plan local. Dans le plan local, notamment avec les jeunes et puis les femmes dans le secteur du vivrier. On parle donc d'une forme d'autonomisation des femmes, des jeunes également? Oui, une forme d'autonomisation, mais surtout une forme d'une volonté vraiment du gouvernement d'aller de l'avant sur la transformation de nos matières premières sur place. Parce que c'est quelque chose d'absolument important, ce qui permettra effectivement de transférer une bonne partie de la valeur aux paysans. Surtout que nous allons organiser les groupements de producteurs, oui, les groupements de jeunes qui sont aussi dans la production, les groupements de femmes qui sont dans la production. Nous allons les organiser pour pouvoir effectivement transformer une partie de leur production. Vous savez, quand ce n'est pas fait, il y a beaucoup de pertes post-récolte. Quand ce n'est pas fait, il y a beaucoup de déperditions également sur nos marchés. Donc, beaucoup de choses peuvent être faites à ce niveau-là. Et c'est vraiment la voie que le gouvernement veut prendre actuellement. Alors, il y a une volonté affichée, justement, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette déperdition et qu'il y ait cette transformation locale. Alors, au niveau des ressources, justement, animales et halieutiques, comment ça se présente à ce niveau? Bon, il faut dire que je voudrais revenir sur les conventions signées avec bien sûr. C'est très important. Voilà, et il faut dire que déjà, cette convention-là nous permet à nous, au niveau du MIRA, de renforcer notre collaboration avec les Pays-Bas, avec qui déjà, on avait déjà signé des conventions, surtout pour la valorisation de notre filière lait, parce que nous sommes tributaires des importations massives de lait en Côte d'Ivoire. Et dans cette politique de développement de cette filière, on avait déjà signé des conventions avec les Pays-Bas
Ils nous ont même permis, ils nous ont assisté dans la construction d'un centre d'expertise lait ici à Abidjan. Et ils nous accompagnent dans la formation des différents éleveurs au niveau de la production de lait. Donc je peux dire que ces conventions-là ont permis de renforcer déjà cette collaboration qui existait déjà. Alors, on voit les deux ministères, convention avec les Pays-Bas, mais est-ce qu'il ne faille pas aller au-delà? Ces salons sont des rendez-vous de lobbying, de partenariats potentiels. Est-ce qu'il y a, sans peut-être citer de pays, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres perspectives pour justement la Côte d'Ivoire agricole? Oui, il y a énormément de perspectives. C'est vrai que nous avons signé une convention avec les Pays-Bas, mais il y a aussi d'autres conventions qui ont été signées avec d'autres pays. Et puis effectivement des partenariats avec certaines régions, des régions au niveau de la France, qui nous ont permis d'avoir, par exemple, déjà une petite unité de transformation qui est une unité de transformation mobile, qui va être utilisée comme un projet pilote pour effectivement aller vers les groupements de productrices, essayer de transformer leurs produits sur place, leur montrer comment ça se fonctionne. Et puis, bien sûr, cette expérience-là pourra être mise à échelle, en tout cas dans un court temps. Mais il y a aussi d'autres structures sous tutelle qui ont également signé des partenariats stratégiques avec, bien sûr, des entreprises privées qui sont ici, mais aussi des entreprises privées qui sont venues de l'extérieur. Énormément sur le stand du programme national d'investissement agricole, il y a aussi également des signatures qui ont eu lieu avec le PAM, par exemple. Donc, il y a vraiment tout un mouvement de partenariat aujourd'hui qui est en train de se mettre en place autour bien sûr, du programme national d'investissement agricole pour lequel, je le rappelle, il y a les 4 ministères qui ont organisé le Sahara. Le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du développement rural, le ministère des Ressources animales et électriques, et puis aussi le ministère en charge des eaux et forêts et le ministère en charge de l'environnement. Tout à fait. 4 ministères, c'est une solidarité gouvernementale pour, on va dire, l'émergence agricole de la Côte d'Ivoire. Alors, beaucoup de pays qui étaient présents, mais justement, nous allons suivre cet élément de Siaka Kone, Ibrahim Touré. Montage pas comme un frier. Les Pays-Bas étaient certes à l'honneur, mais d'autres pays ont gravité autour du Sahara 2023, qui était vraiment un succès. C'est ça. Nous suivons. Dimanche 8 octobre 2023, c'est l'apothéose de la 6e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques au Parc des expositions d'Abidjan. Des pays venus des divers continents ont participé à cette manifestation qui, au fil des années, gagne en notoriété. Les différents opérateurs ont pu vendre l'image de leurs pays respectifs. Grâce à leurs pavillons, ils ont exposé des produits et dérivés. On est présent dans tout type de secteur d'activité et notre métier, c'est vraiment de simplifier les flux de produits pour permettre aux exportateurs, aux agriculteurs de gagner du temps dans la manutention. Nous travaillons sur les biscuits à base de produits locaux, comme le riz, le mil, le niébé, les haricots. Donc on est en train de valoriser nos produits, mais sans gluten. On a fait des biscuits. Et on fait aussi la viande végétale à base de pommes d'acajou. Voilà, donc c'est la valorisation toujours des produits, c'est de l'innovation. Dépliants, flyers et cartes de visite ont permis de tisser des contacts entre visiteurs et exposants, faisant du Sahara 2023 un cadre d'échange et surtout d'affaires directes. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi vous au Salon de l'agriculture à Abidjan. J'ai beaucoup apprécié l'organisation et beaucoup de stands, beaucoup de choses intéressantes, notamment l'agriculture bio. Ils se sont lancés dans l'agriculture bio, c'est quelque chose qui est très intéressant maintenant. Pays à l'honneur de cette édition 2023, les Pays-Bas. Ce pays a pris toute sa place au cours de ces 10 jours d'exposition. Le Sahara 2023, pour nous, ça a été fantastique. On a commencé avec l'ouverture, bien sûr, une cérémonie fantastique, puis suivie par la conférence des Pays-Bas. On a signé des accords avec le ministre de l'Agriculture, le Minader, avec le MIRA, mais aussi entre Invest International et le ministre des Affaires économiques et financières, qui part d'un investissement de 300
millions d'euros dans ce pays, dans les infrastructures de la Côte d'Ivoire. C'est le début de plusieurs programmes sur le cacao, sur l'horticulture pour les années à venir. Une coopération qui était déjà là, mais qui va être lancée maintenant avec le Sahara beaucoup plus fortement, donc sur la transformation du cacao, sur l'horticulture durable et en plus sur la formation de la jeunesse. Pour l'ensemble des participants, le Sahara 2023 a répondu aux différentes attentes. Alors c'est un très très bon bilan. D'abord parce que les Ivoiriens sont formidables, souriants, accueillants. Aussi parce qu'ils ont énormément de projets, ils portent énormément de projets. On peut aussi dire que tout ce qui est filière, tout ce qui est groupement coopératif a des chances de pouvoir se développer, mais que l'agriculteur indépendant a des vrais problèmes financiers, des vrais problèmes de croissance. Et c'est un peu dommage parce qu'il faudrait que chacun puisse avoir un peu la possibilité de mener à bout ses idées. Mais le Sahara, c'est notre première participation. C'est un événement absolument fabuleux. Beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, mais beaucoup d'idées. Et on a pu voir des Ivoiriens, des Sénégalais, des Burkinabés avec beaucoup d'idées. Et je crois que l'avenir de l'agriculture, il est en Afrique, il n'est pas en Europe. Sahara 2023, c'est un succès à l'honneur de la Côte d'Ivoire qui se veut désormais une référence dans la sous-région. Mais quand on regarde cet élément, on a vraiment envie d'applaudir. La Côte d'Ivoire a réussi ce Sahara 2023. Alors, quels sont les qualificatifs que vous utiliseriez pour qualifier justement ce Sahara 2023, monsieur le directeur du cabinet? C'est vrai, ce Sahara 2023 c'est un véritable succès. Oui. En 2015, nous avons effectivement fait le Sahara. Mais c'est vrai qu'il y avait l'engouement, mais c'était vraiment le redémarrage du Sahara. En 2017, on a eu également du monde. En 2019, oui, mais en 2023, c'est vraiment exceptionnel la participation du grand public. Mais aussi la participation de tous les professionnels des métiers du secteur agricole. Ce ne sont pas seulement que des agriculteurs ou des agricultrices qui sont venus au Sahara, mais il y avait également tous les métiers qui gravitent autour de l'agriculture qui étaient là. Vous avez même vu des gens qui utilisent des matériaux qui viennent de l'agriculture pour faire des sacs, pour faire des emballages jetables, etc., qui étaient présents et qui ont vendu énormément d'articles. C'était vraiment un salon qui a tenu ses promesses et nous sommes très heureux de cela. Très heureux de cela, monsieur le directeur de cabinet. Comment justement vous avez réussi cette mobilisation dans votre secteur? Parce qu'il y a les ressources animales et halieutiques, c'est vrai, mais à l'intérieur, il y a d'autres sous-secteurs. Comment vous avez réussi justement à mobiliser le monde pour revenir à ce Sahara en tant que participant ou visiteur, évidemment? Il faut dire déjà, à l'instar de ce que a dit monsieur le directeur du cabinet, il faut dire que les Ivoiriens en avaient besoin quand même. On a senti l'engouement de la population. Et déjà, même lors des préparatifs, on avait déjà quelques visiteurs, ce qui dénotait un peu le succès. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien recherche des opportunités. Et je me suis rendu compte que le Sahara devient une plateforme de richesse d'opportunités, surtout la jeunesse. On a parlé tout à l'heure dans l'un des éléments, la recherche d'emploi, ce que l'agriculture pourrait apporter comme emploi. Et je pense que surtout les jeunes qui sont partis, ils se sont dirigés vers les stands pour poser beaucoup de questions. Et on s'est rendu compte que chaque Ivoirien aujourd'hui recherche certaines opportunités. Et comme l'a dit à la fin du reportage l'un des exposants, l'agriculture c'est en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que quelque part, nous avons quelque chose à donner et les populations qui sont demandeuses sont allées voir et ont compris que le Sahara pourrait leur donner ce qu'ils recherchent. Ce que la population cherche, alors est-ce que vous pensez que le Sahara peut être la solution ou une solution ou un début de solution pour la promotion de la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire? Oui, véritablement. Vous savez, comme je l'ai dit, dans le programme national d'investissement de deuxième génération, ce que nous avons fait, en réalité, c'était de jeter les bases pour qu'on puisse effectivement asseoir la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Dans ce sens-là, toutes les
opportunités qui s'offrent aujourd'hui au secteur agricole, tous les projets qui sont formulés aujourd'hui dans le secteur agricole sont formulés avec les populations, sont formulés bien sûr avec, quand c'est dans une région par exemple, toutes les autorités locales sont impliquées. En fait, on ne va pas chercher des solutions à l'extérieur pour venir les imposer. La souveraineté alimentaire implique que nous-mêmes, nous puissions, par nos propres méthodes, par notre propre façon de faire, par la connaissance de nos différents terroirs et puis par les aspirations de nos populations, que nous-mêmes nous mettons en place tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement produire mieux, pour pouvoir nourrir la population. Et c'est ce que nous faisons. Et le SARA, effectivement, de cette année, a permis, comme je l'ai dit, de pouvoir regarder quelles étaient les interactions qu'on pouvait avoir entre les différents acteurs, puisqu'il y a eu des thématiques sur la structuration du monde paysan, donc comment on met les gens ensemble pour travailler. Le SARA aussi a regardé comment on peut prendre le meilleur de ce qui a reçu par ailleurs dans d'autres pays, comment on peut prendre ça pour adapter effectivement à nos populations et à nos réalités, et surtout, comment est-ce qu'on peut contrer les chocs importés, donc les chocs extérieurs qui souvent arrivent et donc pour lesquels nos populations sont totalement vulnérables. Donc comment on peut s'adapter à ces chocs-là et trouver des solutions endogènes, des solutions internes à nous. C'est tout ça qui participe effectivement à mettre en place notre souveraineté alimentaire. Alors, monsieur le directeur du cabinet, alors concernant le secteur de la pêche de façon très spécifique au niveau du SARA, est-ce qu'il y a eu un vecteur de sensibilisation sur ce métier, donc cette chaîne de valeur, à l'endroit des jeunes? C'est l'année 2023, l'année de la jeunesse, c'est un secteur qui est porteur, mais est-ce que les jeunes sont conscients qu'il faille peut-être vraiment s'intéresser à ce secteur? Aujourd'hui, au niveau de tout ce qu'il y a comme secteur, au niveau des ressources animales halieutiques et précisément de la pêche dont vous parlez, les populations ivoiriennes commencent à s'y intéresser. Il faut dire que dans le temps, pour une affaire de culture, je dirais, les Ivoiriens n'étaient pas très portés sur la pêche. Et aujourd'hui, ce métier-là commence à intéresser énormément des Ivoiriens. On a la chance aujourd'hui d'avoir une école qui forme sur les métiers de la pêche, qui se trouve au niveau de Thiébissou. Vous avez combien d'élèves à peu près? En moyenne, chaque année, il y a une centaine de personnes qui sortent. Donc c'est pour dire que les Ivoiriens commencent à s'y intéresser. Et tous les métiers qui sont autour même de la pêche, puisque la pêche, c'est toute une chaîne de valeur. Que ça parte de la production des produits de pêche jusqu'à la transformation et jusqu'à la vente. C'est toute une chaîne de valeur qui aujourd'hui intéresse tous les Ivoiriens. Donc au niveau du Sahara, les acteurs ont pu rencontrer la jeunesse, parler de ce qu'il y a comme pêche, parce qu'aujourd'hui même, il faut dire que la pêche est un facteur qui permet aujourd'hui, en quelque sorte, à la Côte d'Ivoire d'avoir suffisamment de poissons. C'est vrai que... On a quand même des soucis en ce qui concerne ce que je voulais pêche, en venir. Voilà, c'est une gestion aussi qu'il faut avoir à ce niveau. Quel souci? Le souci de la pêche de façon générale. Oui, il y a toujours un souci, mais aujourd'hui, nous avons, avec les acteurs eux-mêmes, trouvé des leviers pour pouvoir résoudre les différents soucis qui se présentent. On avait eu dans le temps, comme vous vous souvenez, je sais que vous voulez parler de ça, mais un moment où les acteurs d'un secteur de la pêche qui étaient assez mécontents sur certaines spéculations, sur la spéculation du poisson. Mais aujourd'hui, avec eux-mêmes, puisqu'on s'est assis et on a trouvé, on a mis les problèmes sur la table et trouvé des solutions. Aujourd'hui, si vous voyez, ce secteur est beaucoup plus comme on appelle ça, organisé. Et les gens, les acteurs travaillent sereinement parce que finalement, au final, on a pu ensemble trouver les solutions pour pouvoir adresser tous les problèmes qui se présentaient dans ce secteur-là. Donc une solution inclusive. Inclusive. Alors, monsieur le directeur du cabinet, comment le ministère de l'Agriculture travaille-t-il pour réduire la dépendance aux importations alimentaires et favoriser justement de façon concrète, parce que c'est vrai que vous avez parlé de ce programme, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait justement pour la renforcer et la favoriser? Et encore une fois, je parle des jeunes, c'est vrai, mais c'est aussi l'implication des femmes à ce niveau. Alors, déjà,
tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la question des financements. C'est le premier problème à adresser. Nous avons déjà commencé depuis 2 ans de cela, commencé à travailler, à adresser cette question de façon plutôt holistique, en mettant en place un certain nombre d'outils. Notamment, il y a des guichets aujourd'hui qui sont ouverts dans les différents agropoles, pour lesquels, effectivement, les jeunes peuvent avoir accès, les femmes peuvent avoir accès. Déjà, dans chaque agropole, il faut noter que c'est à peu près 900 à 1000 jeunes qui sont recrutés, qui sont formés en incubateur et, bien sûr, qui sont appuyés concrètement à se mettre, à commencer à faire l'exploitation dans les différents sites qu'ils ont indiqués aux différents projets. Il y a également la question, je vais dire, de pouvoir attirer un grand nombre d'entreprises plus formelles, d'entreprises plus structurées, etc. Mais pour le faire, il leur faudrait un environnement qui les sécurise. Cet environnement commence par le foncier rural. Vous avez vu donc avec la naissance de la FOR, les choses ont commencé à se régler. Et cet environnement aussi, c'est de leur permettre de pouvoir avoir une assurance, par exemple. Donc nous avons mis en place une assurance agricole et avec le concours de plusieurs partenaires au développement. Donc cette assurance agricole est un pilote qui va se faire sur un certain nombre, sur 2023, fin 2023-2024. Et puis juste, on va mettre l'assurance à échelle. Nous avons également, avec certains partenaires, mis en place un certain nombre de financements qu'on appelle des financements à coût partagé. Vous êtes un jeune, d'une certaine tranche d'âge, les critères sont connus, sont sur le site du projet. Vous êtes un jeune, vous voulez faire l'agriculture, vous avez besoin de financement, vous venez vers ce projet, vous apportez juste, je crois, entre 5 et 10%, le projet vous apporte le reste du financement. Mais après, il y a une garantie. Il y a une garantie, effectivement. Ce projet a sorti avec un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie également est fonctionnel. Donc, en gros, nous sommes en train de vraiment mettre en place un ensemble, j'allais dire, d'infrastructures, un ensemble de réglementations, un ensemble d'outils dont ont besoin, effectivement, les producteurs et surtout le secteur privé pour être plus serein à investir dans le secteur agricole. Et je suis convaincu que d'ici à 2024, vous verrez qu'il y aura plus effectivement des jeunes qui sont dans l'agriculture en train effectivement soit de transformer et soit de faire leur propre exploitation, puisque déjà les premières cohortes, les premières personnes qui ont eu accès à ce fonds-là vont être formées d'ici la fin de l'année et vont pouvoir commencer à travailler. Quel est leur nombre à peu près? Pour le moment, nous avons déjà formé au niveau de la zone de Yamoussoukro à peu près 1000. Il y a un recrutement en cours pour la zone, l'agropole nord qui tourne autour de 1500. Et puis, bien sûr, il y a aujourd'hui, avec le programme à coût partagé, il y a aussi un grand nombre de jeunes, en tout cas, qui ont déposé. L'engouement est énorme au niveau de ces jeunes et qui prouve qu'ils ont vraiment envie de rentrer dans le secteur agricole. Tout ce qu'il leur fallait, c'était vraiment des moyens de financement pour les accompagner. Donc, et ça, c'est mis en place. Ils ont compris que ce secteur, il est porteur. Ce secteur est porteur. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, et donc c'est vrai, en ce qui concerne l'UEMOA, aujourd'hui la Côte d'Ivoire préside l'UEMOA, mais il y a une collaboration, monsieur le directeur, tout à l'heure vous en avez parlé, au niveau de la région ou la sous-région. Alors, comment vous collaborez justement en ce qui concerne le ministère des Ressources animales et halieutiques avec d'autres pays de la sous-région, de façon à ce qu'il y ait un partenariat, mais surtout on va dire peut-être une souveraineté demain alimentaire qui soit sous-régionale et pas seulement que de la Côte d'Ivoire. Et aussi en termes de partage d'expérience en ce qui concerne justement le ministère des Ressources animales. Il faut dire déjà que quand on regarde les éléments qui sont passés tout à l'heure, nous avons vu une forte mobilisation des pays de la sous-région. On avait le Sénégal, le Mali, la Guinée, pratiquement tous les pays de la sous-région étaient concernés, étaient présents sur le Sahara. C'est pour dire que quelque part, il y a une certaine synergie, une certaine collaboration entre nous. Et déjà même avec les organisations sous-régionales comme l'UEMOA, la CEDEAO, nous allons avec pratiquement les mêmes tests réglementaires
pour permettre à chaque pays de pouvoir se retrouver dans les mêmes conditions. Et en général, quand nous avons une activité au niveau national, il y a d'autres pays qui viennent s'en référer avant de pouvoir le faire chez eux. Donc il y a une très bonne collaboration au niveau sous-régional, au niveau des ressources animales et halieutiques. Et si vous vous souvenez même, il y a de cela un mois qu'on vient de fermer, ouvrir, comme on appelle ça, la session des pêches. Et cela, ça a été fait, on a fermé d'abord en début juillet et on a ouvert en fin août pour la pêche artisanale et fin septembre pour la pêche semi-industrielle et industrielle. Et nous l'avons fait en collaboration avec le Ghana. Et la surveillance des eaux pour s'assurer qu'elle était commune. Elle est commune. Elle était faite ensemble. C'est pour dire que tous les pays aujourd'hui de la sous-région, on essaie de travailler ensemble de telle sorte qu'on ait les mêmes résultats et qu'on n'ait pas une incidence d'une application, d'une réglementation d'un pays à un autre. Donc les textes sont plus ou moins uniformisés à votre niveau également. À votre niveau également? Oui. Alors, mais là, vous parlez justement, on parle vraiment de la sous-région. Il y a dans la sous-région quelques troubles, on va dire cela. Alors, est-ce que ça a une incidence justement sur le fonctionnement de votre secteur? Et quelles sont les mesures justement ou les solutions que vous trouvez juste? Les troubles qui ont vraiment eu des incidences directes et très fortes sur le secteur en Côte d'Ivoire, notamment sur la production végétale, c'est vraiment la crise au niveau russo-ukrainien. Cette crise-là avait apporté une surenchère excessive, j'allais dire même, sur le prix des intrants de production. Donc, à un moment donné, les producteurs avaient des difficultés à s'approvisionner directement. Et là, l'État a réagi fortement. L'État a réagi fortement en mettant en place un programme qui permet effectivement à l'État d'acquérir ces intrants de production et de pouvoir les redistribuer aux producteurs. Et ça a eu un effet immédiat puisque la production a fortement augmenté en 2022 par rapport à son niveau de 2021 avec cet appui de l'État. Mais ce que cette crise nous a également montré, c'est qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons capables de nous organiser en interne pour ne pas qu'il y ait ces chocs sur nos différents, notre secteur agricole. C'est d'ailleurs le thème, du Sahara 2023. Mais donc nous avons commencé à mettre en place déjà un certain nombre de champs semenciers pour ne pas qu'on ait à exporter la semence à l'extérieur. Donc, s'il y a une crise au niveau extérieur, ça n'aura pas de répercussions sur nous, en tout cas dans les années à venir. Nous avons commencé aussi à travailler avec un certain nombre de privés qui sont aujourd'hui, qui ont accepté aujourd'hui de s'installer et de pouvoir faire la production d'engrais, par exemple. Et en ce moment-là, effectivement, les chocs externes n'auront pas trop d'effet. Mais les crises au niveau du voisinage immédiat n'ont pas d'impact énorme en termes de production, mais par contre, sur le flux un ralentissement. Sur le flux de commercialisation de nos produits agricoles, il y a quand même eu un ralentissement. Mais aujourd'hui, les couloirs ont été trouvés, les gens commencent effectivement à pouvoir travailler sereinement à ce niveau-là. Alors, à votre niveau, vraiment, comment cela se passe justement parce que M. le directeur du cabinet a parlé justement du choc, donc des chocs qui viennent de l'extérieur, avec une incidence sur le bon fonctionnement du secteur. Et à votre niveau, comment justement vous gérez ça? Quelles sont les solutions, hormis la solution étatique évidemment? Déjà, même nous, au niveau des ressources animales halieutiques, on a senti quand même le choc. Déjà avec la Covid, et avec les fermetures des frontières, on a senti parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de la production de viande, nous sommes tributaires d'une forte importation de viande qui vient exclusivement des pays limitrophes que sont les pays du Nord. Et ce qui a suivi, on a aussi subi les crises sociopolitiques que connaissent ces pays. Et l'année dernière même, je dirais que pour l'approvisionnement
en mouton pour la Tabaski, ça a été un peu difficile parce que on a eu des pays qui ont voulu nous fermer les frontières pour ne pas exporter de viande. Oui, et il faut dire que ces crises nous ont, et comme le disait monsieur le directeur du cabinet, nous demandent aujourd'hui de revoir notre façon de faire l'élevage en Côte d'Ivoire et de chercher à s'autosuffire. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer en quelque sorte. Et c'est ce que, à travers les différents programmes qu'a initié le ministre des Ressources animales et halieutiques, ça va dans le sens de se réinventer et de créer les conditions pour que l'élevage reprenne comme dans le temps, parce qu'il faut reconnaître que dans les années 70-80, nous étions un fleuron de l'élevage. Et aujourd'hui, on veut reprendre, et ce qui fait qu'il y a plusieurs programmes que nous avons mis en place pour pouvoir booster l'élevage en Côte d'Ivoire. Justement, les Ivoiriens se prononcent sur comment justement relancer et que la Côte d'Ivoire retrouve sa position. Ils sont au micro d'Ève Boué. Les attentes des exposants du Sahara, tout court, c'est parti dans 1 minute et nous allons commenter justement ces propositions qui sans doute pourront vous aider également. Nous écoutons. Donc vraiment, ça a été vraiment très enrichissant pour nous. Nous a permis de nouer de nouveaux partenariats. Vraiment, nous sommes très satisfaits pour le Sahara. Pour l'organisation, je pense que tout est parfait. Il y a la sécurité, tout est bien organisé et vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont permis à ce que tout cela se réalise dans de très bonnes conditions. En tout cas, vraiment, c'est beau et puis ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, par rapport à l'autonomie de la femme, j'ai trouvé des gens qui nous ont entretenus et puis ça m'a motivé de pouvoir sensibiliser mon entourage pour faire quelque chose. Et concernant le chocolat, j'ai vu que vraiment, si c'est la Côte d'Ivoire qui produit ces chocolats, vraiment, nous avons aussi des meilleurs chocolats. L'espace est différent des éditions passées. Et puis j'ai découvert de la banane qu'on produit en Côte d'Ivoire et qu'on vend au kilogramme, c'est-à-dire le régime. Et puis aussi le stand qui me fascine chaque année, c'est le stand animalier. Parce que moi-même, je m'essaie dans l'élevage des bovins. Bon, des insuffisances, c'est l'accès. Pour accéder, ce n'est pas facile. Ce qui m'a plu, j'ai découvert plein de choses, comme par exemple l'élevage des bœufs, des poissons, la nourriture. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'étais dans le centre de l'Anacar. J'en ai vu très bien. Mais ce que je conseillerais à nos dirigeants, il faut faire la promotion de ces produits-là. Parce que quand je prends le cas de l'Anacar, en brousse, on vend le kilo à 150. J'ai payé un petit paquet à 1000 francs. Je pense que si la promotion est bien faite, je pense qu'on aura moins besoin de l'extérieur. Je dirais que ça a été très instructif pour nous. Déjà, nous avons pu connaître les besoins réels du marché avec les différents clients qui venaient à nous, qui nous posaient des questions sur des équipements que nous avons et aussi sur des équipements que nous n'avons pas, bien entendu, mais qui vont nous permettre à nous de pouvoir chercher encore d'autres équipements pour pouvoir répondre à la demande réelle du marché. Il y a eu beaucoup de monde. Vraiment, le monde était vraiment là. Et on a même rempli notre cahier à un niveau où on était obligé de reprendre un autre cahier encore. Donc là, on a vraiment atteint notre quota. Vraiment, moi, j'aurais souhaité que le Sahara se fasse chaque année parce que c'est un marché mondial. Je ne dirais plus africain ni national, c'est un marché mondial parce que tout le monde est représenté ici. D'édition en édition, pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est bon. En tout cas, j'ai apprécié tous les produits qu'on a vus au plan local. Vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien. Côté sécurité, il va falloir qu'on revoie un peu, côté sécurité. Sinon, dans l'ensemble, je pense que pour moi, c'est bon. Le Sahara 2023, il n'y a rien à dire. On a fait le Sahara passé, mais cette année, c'était du spécial. L'organisation même, il n'y a pas eu trop d'embrouilles. Où on a placé les animaux, le pôle des animaux là-bas, c'était bien organisé. Donc, les gens passaient comme ça pour regarder. Bon, nous-mêmes, on était satisfaits, on n'est pas dérangés. Satisfait, on n'a pas été dérangé.
un point qui revient, l'accès au parc des expositions. Et quand on organise un événement d'une telle envergure, on retient également cela, indépendamment du fait que tout le monde est satisfait. Comment justement on peut, pour la prochaine édition, régler cette situation, l'accès au parc des expositions? Même pour cette édition de 2023, effectivement, nous avions commencé déjà à travailler sur l'accès. Il y avait des solutions qui avaient été proposées. Oui. Non seulement pour permettre aux gens d'aller à l'aéroport sereinement. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont raté l'aéroport. Donc, pour permettre aux gens d'aller sereinement, bien sûr, à l'aéroport, mais aussi permettre vraiment d'avoir un bon flux en aller-retour pour l'entrée, effectivement, au parc des expositions. Malheureusement, ce plan a été un peu contrarié parce qu'il y a le rond-point d'Akwaba qui est en train d'être refait et donc il y a des dispositions qui avaient été déjà prises là. Donc ce que nous avons convenu pour les éditions prochaines, c'est effectivement à partir de ce rond-point d'imaginer comment faire d'autres voies adjacentes. En tout cas, les experts sont en train de réfléchir pour nous faire des propositions pour que effectivement tout le monde puisse partir à l'aéroport tranquillement, tout le monde puisse aller au parc des expositions et revenir sans qu'il y ait trop d'embouteillages. Bien sûr aussi régler la question de l'accès. Aujourd'hui, au parc des expositions, c'est deux grandes portes d'accès. Donc là également, on a échangé avec les différents responsables aussi à ce niveau pour voir comment ce problème peut être résolu pour les prochaines éditions. Parce que quand il y a l'engouement qu'on a eu cette année était vraiment énorme et ça fait qu'on a vu quelques défaillances au niveau de ces deux accès. Donc je pense que pour les prochaines éditions, ça va être réglé. Alors je voudrais rassurer donc, ceux qui nous regardent et les personnes qui sont intervenues. Cette question, elle est prise en charge. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense que... Oui, bon, je dirais qu'à la suite du directeur du cabinet, il faut reconnaître qu'effectivement, le problème d'accès a été relevé comme le point faible de ce que nous avons fait. Et comme le directeur du cabinet l'a dit également, nous allons nous atteler à trouver des solutions. Et malheureusement pour nous, comme on était en plein dans la construction du rond-point Akwaba, ça ne nous a pas facilité les choses. Et effectivement aussi, il faut reconnaître qu'on a été surpris par l'affluence. Donc vraiment, je dirais qu'on fera tout pour que les années à venir, l'accès soit beaucoup plus facile et que le problème sécuritaire dont on a parlé, qui découle un peu de la difficulté d'accès, puisse être résolu définitivement. Alors, on a eu deux questions, je vais vous la poser. La première, c'est pourquoi le Sahara ne serait-il pas organisé tous les ans et parce que vous voyez, il y a un succès. Et la seconde question, est-ce qu'il ne serait pas possible justement de décentraliser? C'est-à-dire, il y a le Sahara à Abidjan et qu'il y ait un Sahara également ou un mini-Sahara dans les régions, puisque on parle même au niveau du PND 2021-2025, il y a aussi cette décentralisation qui doit se poursuivre. Okay. Oui, pour tous les deux. Sur cette question, effectivement, on y a réfléchi. Si vous regardez en France, le SIA, le salon qui se tient en France chaque année, c'est effectivement sur une base annuelle. Si vous regardez au Maroc, c'est effectivement chaque année. Et en Côte d'Ivoire alors? Et en Côte d'Ivoire, nous avons, quand on a relancé le Sahara en 2015, effectivement, il était question de l'organiser chaque 2 ans. Mais au cours de Sahara 2023, quand on a vu l'engouement, il y a eu un sondage auprès de certains participants. Et je puisse vous dire que pour la plupart, ils veulent que le Sahara soit organisé l'année prochaine. C'est possible techniquement, c'est possible aussi avec, bien sûr, je veux dire, les ressources qui sont généralement utilisées pour faire le Sahara, c'est possible. Donc c'est à la Côte d'Ivoire maintenant de regarder. Et je pense que M. le ministre d'État, le ministre de la Culture et de l'Économie rurale était très sensible quand nos différents partenaires, et notamment certaines organisations sous-régionales, ont même demandé qu'effectivement le Sahara soit fait chaque année. Donc, la balle est dans notre camp. Nous y réfléchissons. Et je pense qu'au temps opportun, les différents ministres qui organisent le Sahara aviseront. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Alors, en quoi la préservation de la biodiversité est-elle essentielle pour garantir un développement agricole durable en Côte d'Ivoire? Et je pense que
vos deux ministères sont concernés. Oui, chez nous, surtout pour la production végétale, la biodiversité est essentielle. Donc l'option aujourd'hui qui est prise quand vous regardez tous les aménagements que nous faisons, c'est de créer sur nos sites des poches de biodiversité qui permettent effectivement de maintenir la fertilité des sols et puis aussi de permettre à ce que le cycle de reproduction, comment j'allais dire, il y a un cycle naturel de reproduction au niveau des insectes qui sont sur les sites, des différents animaux qui sont sur les sites et qui permettent qu'ils ont un rôle important dans la production végétale. Et quand il n'y a pas cette biodiversité, ce nœud-là est rompu. Et quand il est rompu, bien sûr, quels que soient les efforts que vous faites en termes de pesticides, de produits chimiques, etc., vous ne pouvez pas atteindre l'optimal de votre productivité. Donc aujourd'hui, l'option définitive, c'est vraiment préserver cette biodiversité. En plus, nous travaillons à l'agroforesterie. Donc faire en sorte que nos différents agriculteurs puissent entreprendre leur activité de production, bien sûr en préservant tout ce qu'ils trouvent sur le site en termes d'arbres, etc., etc. Et ça, il y a des financements qui sont en cours actuellement et il y a des essais qui sont dans la zone de Yamoussoukro et bien aussi dans la zone de Dimokro en cours actuellement. Et qu'avec la CEDEAO, sur laquelle on va capitaliser. Messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission bilan. Il y a tellement de choses à dire. Et je voudrais commencer par vous, monsieur le directeur de cabinet Assoumani Gouro-Ménan. Vous êtes directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques, dire merci déjà au président de la République pour avoir accepté que nous puissions organiser ce Sahara. Et il faut dire que le joyau qu'il a mis à notre disposition pour l'organisation nous a permis aujourd'hui d'avoir des rendements assez énormes. Donc, moi, tout ce que je fais dire, c'est déjà lui dire merci au gouvernement et dire merci aux ministres, aux 4 ministres qui sont concernés par le Sahara pour la bonne organisation de cette année. Et également tous les membres du gouvernement qui se sont déplacés pour soutenir leurs collègues pour que ce Sahara soit réussi. Donc je veux vraiment, au nom du ministre des Ressources animales, dire merci pour cette belle organisation et dire merci également à nos collègues du ministère des Ressources de l'Agriculture, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement durable et les autres ministères que ce sont les eaux et forêts et de l'environnement pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite de ce Sahara. Merci infiniment, monsieur le directeur de cabinet. Le mot de fin, le dernier vous revient. Merci. Je voudrais commencer par vous remercier au nom de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, pour l'opportunité. C'est la RTI. Oui, pour l'opportunité, donc remercier la RTI pour l'opportunité de ce bilan. Oui. Pour nous, je pense que c'est très important. Il faut communiquer à chaud sur un événement de cette envergure-là pour que les Ivoiriens sachent que c'est vraiment quelque chose d'important pour le pays. Je voudrais aussi indiquer que nous avons été très heureux de pouvoir organiser le Sahara 2023 au Parc des Expositions. À la reprise du Sahara en 2015, c'était l'une des demandes expresses du comité d'organisation du Sahara pour que, effectivement, les années qui allaient venir, on puisse avoir un cadre approprié pour mieux organiser ce Sahara. Et c'était le cas. Je voudrais vraiment dire merci au président de la République d'avoir offert ceci. Et bien entendu, remercier aussi tous les organisateurs, nos partenaires, surtout le partenaire Vaudou, qui depuis 2015 travaille avec nous. Ce n'est pas une publicité. C'est de la publicité, mais je vous laisse conclure. Ce n'est pas une publicité, c'est un partenaire stratégique. Nous travaillons bien avec eux et bien remercier les différents ministères qui ont travaillé avec nous. Il y a eu des comités qui ont été mis en place. Oui. Les comités au niveau des 4 ministères et qui ont vraiment travaillé main dans la main pour pouvoir effectivement faire que ce Sahara-là soit un succès total. Succès total. Merci messieurs, merci à tous les ministères, merci évidemment aux exposants, aux visiteurs, merci à la RTI qui a été très présente durant ce Sahara. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce bilan. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde, à l'intérieur du pays.
Merci, mesdames, messieurs, pour ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Une coopération interministérielle renforcée et primordiale pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire de manière intégrée au bénéfice des populations, bien sûr, et pour une Côte d'Ivoire résolument compétitive. Bonsoir et à très bientôt.